Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente les règles de The Veil of Eternity, un jeu d'Eric Hong, illustré par Juaui Eva Gao, Gauthier Maya, Stefano Martinuz et Erika Tormen, édité par Mando Games et BlackRock Games, pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 40 minutes environ. Entrez dans un monde merveilleux peuplé de monstres, d'esprits et de divinités. En tant que dresseur, traquez et apprivoisez une multitude de créatures dont le but ultime de capturer les puissants et nobles dragons. Les 70 créatures issues de mythes du monde entier rendent chaque partie unique et imprévisible. Piochez des cartes, effectuez les actions et utilisez les effets des serviteurs invoqués pour devenir le plus grand dresseur de monstres. Mando Games est un éditeur coréen qui distribue énormément de jeux en Corée, que ce soit des localisations ou des créations originales. Parmi ces créations, je vous avais déjà parlé de Merchants of Dunhuang sur Ludomaniac il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Que de chemin parcouru depuis par cet éditeur qui est localisé en France par BlackRock Games. L'auteur du jeu, Eric Hong, est lui aussi coréen et The Veil of Eternity est son 4e jeu et je pense que c'est le jeu qui va le faire connaître du grand public. Je vous explique rapidement son fonctionnement avant de vous en dire plus sur ce que je pense du jeu. Pour commencer la mise en place, placez le plateau et la piste de score au centre de la table. Mélangez les cartes pour former une pioche face cachée. La défausse sera formée juste à côté de cette pioche. Constituez une réserve avec les pierres magiques à proximité du plateau. Placez le compteur de manches sur la première case de la piste de manche. Tout le monde choisit une couleur et prend 2 pions capture, 1 pion score et une tuile individuelle de cette couleur. La dernière personne à avoir vu un reptile joue en premier. Vous pouvez bien entendu préférer tirer au sort. Cette personne reçoit la tuile d'initiative. À partir de la personne possédant la tuile d'initiative, puis dans le sens horaire, attribuez à tout le monde des points selon l'ordre du tour. 1 point pour la première personne à jouer, 2 points pour la suivante, et ainsi de suite. Il n'y a plus qu'à jouer. Une partie va durer jusqu'à 10 manches, et chaque manche se divise en 3 phases. La phase 1 de capture, la phase 2 d'action, et enfin, la 3e et dernière phase de résolution. Les manches vont donc se succéder jusqu'à ce qu'une condition de fin de partie soit rencontrée. Chaque carte se présente de la même manière. Vous allez trouver son nom, son coup d'invocation et sa famille. Il existe 5 familles qui sont le feu, l'eau, la terre, le vent et les dragons. Chaque famille est composée de 15 cartes uniques, sauf les dragons qui en comptent seulement 10. Reste le ou les effets de la carte. Ils peuvent être de 3 types, à savoir instantané, ils se déclenchent uniquement au moment où la carte est invoquée, permanent, ils fonctionnent de façon continue dès que la carte est invoquée, activable, il s'active une fois par manche lors de la phase de résolution. On débute par la phase 1, la phase de capture, et pour commencer cette phase, multipliez le nombre de joueurs par 2 et piochez ce nombre de cartes que vous allez disposer classées par famille autour du plateau devant les emplacements correspondants. Dans mon exemple à 3 joueurs, j'ai donc disposé 6 cartes. À tout moment, si la pioche est épuisée, mélangez la défausse pour la reconstituer. En commençant par la personne possédant la tuile d'initiative, puis dans le sens horaire, choisissez une carte et posez-y un de vos jetons capture. Donc ici, le premier joueur est le joueur noir, il va choisir une carte en premier, puis le joueur gris et enfin le joueur violet. Attention, il est interdit de choisir une carte sur laquelle se trouve déjà un jeton capture. Ensuite, la dernière personne à avoir choisi pose son 2e jeton capture sur une seconde carte. Ici, il s'agissait du joueur violet. Tout le monde en fait autant dans le sens anti-horaire. Ça revient donc au joueur gris, puis au joueur noir. Autrement dit, la dernière personne du tour effectue 2 choix consécutifs, c'est ce qui s'est passé avec le joueur violet. Une fois que la personne possédant la tuile d'initiative a posé son second jeton capture,
sur la dernière carte qui restait. La phase de capture est terminée. Arrive ensuite la phase 2, la phase d'action. Cette phase se déroule dans le sens horaire en commençant par la personne qui possède la tuile d'initiative. À tour de rôle, jouez autant d'actions que vous le souhaitez. Vous pouvez effectuer plusieurs fois la même action. Vous pouvez effectuer les actions dans l'ordre de votre choix. Si vous n'avez plus d'actions à effectuer ou que vous ne souhaitez plus effectuer d'actions, terminez votre tour. C'est alors à la personne suivante dans le sens horaire de jouer. Lorsque tout le monde a terminé son tour, le tour d'action prend fin. Attention, vous ne pouvez pas terminer votre tour si un de vos jetons capture se trouve encore sur une carte. Il existe 4 actions possibles. La première, c'est de vendre une carte. Pour vendre une carte, vous récupérez un de vos jetons posés durant la phase de capture. Vous défaussez alors la carte sur laquelle se trouvait le jeton et vous gagnez des pierres magiques en fonction de la famille de la carte. Le nombre de pierres magiques allouées pour chaque famille de cartes est rappelé sur le plateau. Il existe 3 types de pierres magiques, les rouges de valeur 1, les bleus de valeur 3 et les violettes de valeur 6. Il est interdit de posséder plus de 4 pierres magiques, peu importe leur type. Si vous dépassez cette limite, gardez 4 pierres et défaussez le reste. Cette décision doit être prise avant d'entreprendre toute autre action. Vous ne pouvez pas échanger vos pierres contre des pierres de la réserve, à moins qu'un effet de carte vous y autorise. Dans mon exemple, je ne pourrais pas remplacer les 3-1 que j'ai par une pierre bleue de valeur 3. C'est absolument interdit. Si vous payez plus que le coût requis d'une carte, vous ne recevez pas la différence, car le jeu ne rend pas la monnaie. Si je possède ces 4 pierres magiques et que je veux poser ce Léviathan qui vaut 4, je serai obligé de donner mon 6 pour pouvoir mettre en jeu le Léviathan. Et malheureusement, donc, je ne pourrai pas récupérer ni 1 ni 2, car le jeu ne rend absolument pas la monnaie. Les pierres magiques possédées sont une information publique, elles doivent être visibles par tout le monde, et la quantité de pierres magiques présentes dans la réserve est théoriquement illimitée, donc si certaines pierres venaient à manquer, utilisez un substitut. Deuxième possibilité d'action, il s'agit d'apprivoiser une carte. Pour apprivoiser une carte, récupérez un de vos jetons posés durant la phase de capture, ajoutez ensuite à votre main la carte sur laquelle ce jeton était posé. Sachez qu'il n'y a pas de limite au nombre de cartes de votre main et qu'il ne faut pas dévoiler celle-ci à vos adversaires, bien entendu. Troisième possibilité, maintenant que vous avez des cartes en main, c'est d'invoquer une carte. Alors l'arène est la zone dans laquelle une carte est jouée. Pour en invoquer la créature, votre arène comporte autant d'emplacements que le numéro de la manche en cours. Par exemple, à la 5e manche, votre arène dispose de 5 emplacements. Vous ne pouvez pas invoquer plus de créatures que votre arène comporte d'emplacements. Lorsque vous possédez autant de créatures que d'emplacements dans votre arène, votre espace est complet. Du coup, pour invoquer une carte, vous devez d'abord vérifier s'il vous reste de la place dans votre arène. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas réaliser cette action. Vous devez ensuite payer les pierres magiques correspondant au prix de la carte et poser cette carte devant vous face visible. Vous pouvez bénéficier de réductions, mais le prix d'une carte ne peut jamais être inférieur à 0. Je vous rappelle que la monnaie ne peut jamais être faite et qu'elle ne vous est pas rendue. Pensez à résoudre l'éventuel effet instantané à ce moment-là. Je vous conseille également de classer les cartes selon leurs effets pour vous y retrouver plus facilement. Quatrième option au niveau des actions que vous pouvez faire, c'est de bannir une carte. On parle de bannir lorsque vous défaussez une carte posée dans votre arène. Le prix à payer pour bannir une carte est égal, lui aussi, au numéro de la manche en cours. Donc si je voulais bannir la carte que je viens de poser, il me faudrait payer ici 1, car la manche en cours est la première, et donc au plus vous attendez dans la partie pour éventuellement bannir des cartes, au plus cela va vous coûter. Vous ne pouvez bannir que des cartes de votre propre arène, bien entendu.
Arrive enfin la phase 3, la phase de résolution. Lors de cette phase, tout le monde joue à tour de rôle en commençant par la personne possédant la tuile d'initiative. À votre tour, déclenchez une fois chaque effet activable présent sur les cartes de votre arène. Déclenchez ces effets dans l'ordre de votre choix. Par exemple, ici, je pourrais déclencher l'effet du basilic pour perdre 2 points de victoire et gagner une pierre magique de valeur 6. Je pourrais ensuite utiliser la demoiselle escargot pour échanger une pierre magique de valeur 6 contre 3 pierres magiques de valeur 3. Et enchaîner ensuite avec l'esprit marin pour gagner 1 point de victoire pour chacune de mes pierres magiques de valeur 3. Et enfin, activer l'ondine qui va faire que cette carte va revenir dans ma main. Si vous ne possédez aucun effet activable ou si vous les avez déjà tous déclenchés, votre tour est terminé. La phase de résolution se termine lorsque tout le monde a joué son tour de cette manière. Vous êtes obligé d'activer tous vos effets activables dans la mesure où ils sont réalisables et que cela vous arrange ou non. Je vous conseille d'incliner au fur et à mesure chaque carte dont l'effet a été réalisé, car quand vous commencerez à avoir beaucoup de cartes, ce sera peut-être difficile de vous rappeler ce que vous avez fait au bout d'un moment entre les cartes qui ont déjà été activées et celles qui ne l'ont pas encore été. J'aimerais maintenant vous parler des effets de cartes et des points de victoire. Tout effet vous faisant gagner des points sera représenté par ce symbole avec le nombre de points indiqués à l'intérieur. Lorsque vous gagnez des points, avancez votre pion score d'autant d'espace sur la piste de score. Des effets de cartes peuvent diminuer votre score. Celui-ci ne descend cependant jamais en dessous de 0. Si vous dépassez les 60 points, retournez votre tuile individuelle pour l'indiquer. Dans tous les cas, si l'effet d'une carte contredit une règle, c'est l'effet de la carte qui s'applique. Tous les effets doivent être appliqués comme je vous l'avais déjà dit précédemment. Par exemple, à moins que votre main ne soit vide, vous devez déclencher l'effet de méduse lors de la phase de résolution. Cela vous oblige à défausser une carte de votre main. Si la condition n'est pas remplie, l'effet n'est pas déclenché. Et donc, si vous ne pouvez pas défausser une carte de votre main, vous ne gagnez pas une pierre magique de valeur 6. S'il est impossible d'appliquer entièrement un effet instantané, la carte ne peut pas être invoquée. Par exemple, si personne, et y compris vous, n'a invoqué de carte eau à défausser, vous ne pouvez pas invoquer le molosse de braise. Et c'est la personne choisie, ciblée, qui décide quelle carte eau défausser. Lorsque vous invoquez une carte dont l'effet permanent affecte les invocations, l'invocation de cette carte n'est pas affectée par son propre effet. Par exemple, vous ne gagnez pas 2 points de victoire si vous payez avec une pierre magique de valeur 3 bleue pour invoquer Kappa. Lorsque vous déclenchez l'effet instantané d'une carte, cette carte est considérée comme étant dans l'arène et plus dans votre main. Par exemple, vous gagnez 4 points de victoire pour la famille Dragon en déclenchant l'effet instantané d'Eternity, parce qu'Eternity est considéré comme présent dans l'arène une fois que vous l'avez invoqué. Et enfin, il existe le mot-clé récupération qui renvoie une carte invoquée dans la main de son propriétaire. Si aucune cible n'est spécifiée à côté de ce mot-clé, la carte applique son effet à elle-même. Par exemple, si vous invoquez le diablotin, il revient dans votre main durant la phase de résolution. Après la phase de résolution, la manche est terminée. Vérifiez les conditions de fin de partie. Si aucune n'a été rencontrée, entamez une nouvelle manche. Déplacez alors le compteur de manches sur la case suivante et la tuile d'initiative est transmise dans le sens horaire au joueur suivant. Inversement, si une condition de fin de partie est rencontrée à la fin d'une manche, la partie est terminée. Il existe 2 conditions de fin de partie. Quelqu'un totalise au moins 60 points à la fin d'une manche, ou la 10e manche est terminée. Évidemment, les 2 conditions peuvent être réunies en même temps à la fin d'une seule et même manche. Quand la partie se termine, la personne qui totalise le plus grand nombre de points l'emporte. En cas d'égalité, la personne impliquée avec le plus grand nombre de créatures invoquées l'emporte, et si l'égalité subsiste, vous partagez tout simplement la victoire.
On commence comme d'habitude par parler matériel et la première chose qui marque quand on découvre The Veil of Eternity, c'est la beauté des illustrations. Les différents artistes ont fait un travail incroyable et les cartes comme la boîte sont absolument magnifiques. Cela participe grandement à l'immersion dans le thème et au plaisir ludique. Le jeton d'initiative en bois est lui aussi splendide, tout comme les jetons joueurs sérigraphiés. L'intérieur de la boîte est fonctionnel, avec une niche pour les cartes entourée de 2 arrondis permettant de les attraper facilement. Si vous choisissez de protéger vos cartes, vous devrez par contre la supprimer. Le seul reproche que j'aurai à faire vient du plateau qui accueille les cartes autour de lui. Il est difficile pour les joueurs de lire les cartes qui sont dans des sens différents. On aurait aimé un plateau plus grand pour poser les cartes dessus et le faire tourner. Mais bien sûr, cela aurait été difficile dans cette petite boîte de 22 cm et demi de côté pour seulement 6 cm de profondeur. Et ne pas faire une grosse boîte remplie de vide est évidemment un très bon choix. Le cœur du jeu, ce sont les cartes et leurs effets. Vous l'avez vu, les règles en elles-mêmes sont simples. C'est ce que vous en faites qui fera la différence. De ce côté-là, le jeu réussit le tour de force de vous proposer un challenge ultra relevé. Je suis d'ailleurs surpris par l'âge de 10 ans indiqué sur la boîte. J'aurais personnellement pensé à du 12 ans et plus. Vous allez devoir faire des choix cornéliens dès la phase de capture entre les cartes qui vous intéressent et celles convoitées par vos adversaires. Arriver à optimiser la gestion des pierres magiques et trouver le bon timing pour invoquer vos cartes fera aussi la différence. Imaginez les combinaisons les plus audacieuses, gérer la place disponible dans votre arène et ne pas hésiter à sacrifier des cartes pourra également vous mener à la victoire. Il y a donc beaucoup plus de choses à penser que ce qu'il n'y paraît à la lecture des règles et la variété des possibilités est grande alors que le jeu ne contient que 70 cartes. Entre la sortie aléatoire des cartes en question, les choix des joueurs et les multiples synergies possibles des différentes créatures, vous aurez envie de jouer et rejouer à ce jeu. Cela ne fait aucun doute. Il me rappelle Seasons par certains côtés, mais en version plus compacte et rapide. Autant vous dire que j'espère déjà qu'il connaîtra comme lui des extensions. On commence donc très fort l'année avec The Veil of Eternity, qui est un gros coup de cœur pour moi. L'essayer, c'est l'adopter, avec comme seul risque d'y passer souvent beaucoup plus de temps que prévu. Je vous le garantis, son format, sa durée et sa qualité vont le faire sortir souvent de votre ludothèque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.